Mambiram Diop. Je vais prendre la parole au nom de l'Harmattan Sénégal. Juste vous souhaiter à tous la bienvenue et souhaiter à tout un chacun de passer un agréable après-midi et de partage surtout avec notre auteur. Très certainement coach personnel qui va nous apprendre à savoir innover et s'engager. Et voilà, c'est tout un plaisir pour nous de vous accueillir, de l'accueillir ici à l'Harmattan Dakar et tout cela. Au nom du docteur Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan Sénégal, aujourd'hui empêché, je prends la parole voilà, pour vous souhaiter la bienvenue et vous souhaiter un agréable après-midi de partage. Je vous remercie. Merci Abdourahmane. Elle fait le pont entre les cultures, les différentes cultures, hein, c'est le slogan. Et c'est une démarche que j'apprécie particulièrement et j'apprécie particulièrement les équipes de l'Harmattan Sénégal qui sont très actives dans l'organisation de ces dédicaces et de la promotion à Dakar et au Sénégal. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus pour cette cérémonie de présentation, dédicace. Alors, je me présente. Je suis Abdourahmane Beng, je suis journaliste à la RTS2 et je suis chargé d'animer une chronique littéraire. Et c'est aujourd'hui avec un grand plaisir que je me retrouve ici pour donc introduire le livre de Sylvie Brémond Mukherjee, donc Savoir innover. Alors, savoir innover, l'attitude d'innovation pour s'adapter au monde qui change. Alors, je m'en vais présenter brièvement et je ne vais pas chercher loin. Hein. Je vais lire la 4e de couverture pour présenter l'auteur d'abord. Sylvie Brémond Mukherjee, j'espère que je prononce bien, est passionnée d'innovation. Vous aurez l'occasion de découvrir ça et de développement personnel. Elle est une experte reconnue dans ce domaine. Donc, elle a fait un parcours en tant que directrice des ressources humaines dans l'innovation chez Orange et L'Oréal. Elle a par la suite fondé un cabinet d'innovation certifié HEC, Executive Coaching, le cabinet Blossom. Elle accompagne dans leur transformation en coaching individuel et collectif des dirigeants et leurs équipes. Elle enseigne aussi le management et l'innovation à la Sorbonne Paris 1. Alors, moi personnellement, j'ai connu l'auteur Sylvie récemment, il y a quelques jours. Alors, enfin, elle m'a contacté il y a quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais pour préparer sa venue à Dakar, et donc, mais j'étais à un moment où j'étais vraiment très occupé, où, voilà quoi, je me disais que peut-être que je vais donner le travail à quelqu'un d'autre, ok? Parce que j'ai un moment hésité à travailler avec elle pour l'accompagner dans la présentation de son livre. Mais je me suis dit, heureusement que je suis tombé sur ce livre. Et je ne le dis pas parce que vous êtes là. Et des livres, il m'en passe entre les mains plusieurs par mois. Certains, on feuillette, on donne aux étudiants, allez lisez, faites le reste. Certains, on les garde en attendant de lire. Mais je pense que je suis tombé sur un livre qui va m'accompagner pendant encore très longtemps. Parce que c'est un livre extrêmement généreux. Et moi, quand j'ai eu le premier contact avec l'auteur, c'est ça qui m'intéressait d'abord, pour voir quel personnage elle est réellement. Est-ce que voilà, c'est une personne qui vient, qui met en avant son livre, qui pense à son livre, qui pense à, comme on peut en trouver chez les auteurs. Je pense avoir depuis 20 ans une expérience d'accompagnement des auteurs dans ce domaine. Mais j'ai été très frappé par votre approche parce que vous mettez
vous mettez d'abord en valeur, j'allais dire en valeur les valeurs. C'est-à-dire vous mettez en avant les valeurs. Et également, quand j'ai retrouvé ce livre, que je continue de lire et que je vais sans doute relire, malgré toutes les crises qu'on nous annonce de ce monde en perpétuel changement, malgré l'avancée de la technologie qui nous promet sans doute voilà, des mutations ou des bouleversements. On est dans un monde qui est en perpétuel changement, il faut s'adapter, c'est une phrase, c'est un des leitmotifs du livre. Mais vous gardez espoir dans les valeurs humaines, c'est ça qui m'intéresse. C'est un livre profondément humain, où vous cherchez, où vous dites qu'en fait, avec le potentiel humain, ce que vous appelez les soft skills, on peut finalement trouver sa place dans ce monde qui ne cesse de changer et de bouleverser. Alors, j'avais l'habitude, en présentant un livre, de dire, voilà, de corner des pages, ce que certains auteurs, ce que ma maîtresse m'interdisait d'ailleurs, mais je me suis rendu compte que si je ne fais pas attention, je vais corner toutes les pages avec ce livre. Il y a vraiment beaucoup de témoignages, et l'auteur aussi, dans une démarche très généreuse, partage avec nous des outils, des méthodes qu'elle utilise dans son travail de coach. Elle partage avec nous également des expériences. Il y en a plein d'innovations qui nous inspirent. C'est un livre finalement très inspirant et qui nous redonne espoir en la capacité de l'humain de créer un avenir. Et je pense que moi qui adore les citations, surtout les citations des écrivains, et cette citation de Saint-Exupéry qui dit que l'avenir, tu vas m'aider, n'est qu'un monde, l'avenir n'est que le présent qu'on a organisé ou arrangé, quelque chose comme ça. Il faut le laisser advenir. Il faut le laisser advenir. Donc, il y a donc également ce partage d'outils, ce partage d'expériences, ces témoignages, ces personnages qu'on rencontre, sans doute qui ont été sans doute vos clientes. Donc c'est un livre très riche en expérience humaine, en enseignement. Finalement, je me suis dit qu'il y avait de quoi faire un livre, faire 2 livres, peut-être. Ou bien, en attendant, qu'il y a un autre livre qui va venir, qui va peut-être développer plus les outils techniques, essayer de les vulgariser davantage pour les mettre à la portée de nous qui sommes un peu profonds dans le domaine. J'ai pensé à ça. Peut-être que toutes les méthodes que vous énoncez ici, le MBTI et les autres, peut-être que voilà, feront l'objet d'un livre plus allégé, plus accessible pour nous. Mais c'est là que je vais terminer avant de laisser l'auteur introduire son livre. C'est un livre très accessible, écrit dans du bon français. Je dis souvent à mes étudiants, les Français ne savent pas écrire le français. Pour expérience, pour avoir reçu plusieurs étudiants, stagiaires en journalisme qui écrivent en français, je dis, oh, c'est la catastrophe. Mais c'est un livre très agréable à lire. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je n'ai pas hésité à vous demander, ça vous a pris combien de temps? On sent que vous avez fait l'effort de descendre de votre, j'allais dire, piédestal d'expert pour être accessible. Vraiment, moi je retiens beaucoup le souffle d'humanité qui traverse ces pages. Et quand on lit ce livre et qui nous redonne confiance, et c'est déjà en soi un bon coach ce livre-là. Donc ravi que vous soyez là pour nous en parler un peu plus. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser donc Sylvie nous en dire beaucoup plus que ce que je viens de dire sur ce livre donc passionnant qui s'appelle Savoir innover, l'attitude innovation pour s'adapter au monde qui change. Sylvie, merci pour ce beau livre et à vous la parole. Merci, merci Abdou. Oui, on peut l'applaudir. Parce que c'est vrai qu'en fait le livre est à double lecture. Et, donc il y a une partie qui est didactique, hein, que mes étudiants apprécient, puisque ils ont des examens ou des travaux à faire et ils peuvent s'en inspirer. Et puis il y a une lecture qui est plus des coaching ou d'experts en économie ou en développement personnel, et qui est au travers de témoignages à la fois d'innovateurs, mais aussi de gens qui ont eu à se transformer. Puisque mon propos, c'est de dire que quand on fait de l'innovation, en fait,
on va se transformer. Et moi, j'ai un parcours d'innovation en entreprise, mais aujourd'hui de coach, et donc pour des individus, pour des personnes du grand public et non pas dans l'entreprise. Et je me rends compte qu'en fait, c'est la même démarche. C'est ça l'idée de ce livre. Et c'est vrai que derrière tout ça, c'est le socle humain. Et c'est l'humain. Il y a aussi beaucoup de philosophie sur la philosophie de l'innovation, sur la recherche du sens, puisqu'en coaching, on est dans la recherche de sens. Donc il y a plusieurs lectures possibles de ce livre. Alors, ce que m'a conseillé de faire Abdou, c'était de vous dire rapidement ce qui arrive à la fin, si jamais il y en a qui voulaient partir avant. Donc, je vous dis rapidement les choses pratiques et j'arrive dans la présentation après. Donc, d'abord, ce matin, j'ai enregistré une émission qui va être diffusée dimanche sur RTS2. Donc, vous pourrez retrouver une partie de ce que je vous dis ici, mais challengé par des journalistes sur le plateau, par Alioune Dai, donc de RTS2. Et c'est après le journal de 20h, donc c'est à 20h30, 21h, par là, sur RTS2. Vous pouvez retrouver également donc, des articles, il y a des journalistes dans la salle. Vous pouvez retrouver, vous inspirer aussi d'articles qui ont été écrits, et vous allez les retrouver il y a des interviews également de la presse économique française. Des articles du Figaro, plusieurs témoignages. J'ai également un courrier des lecteurs qui reprend beaucoup ce que dit Abdou, c'est-à-dire avec ces possibilités de différents types de lecture et le fait qu'il y ait à la fois de l'innovation, à la fois du développement personnel. C'est une approche extrêmement originale, comme aussi en témoigne mes préfaciers, qui est président honoraire de l'Académie des technologies, et le postfacier, qui est le fondateur de l'école HEC Coaching. Donc vous allez retrouver, je vous ai mis là les références, vous allez les retrouver sur la page que j'ai créée qui s'appelle www.savoir-innover.com ou savourinnover.com. Et si vous avez des questions par mail, vous pouvez évidemment passer par Abdou que vous connaissez, ou sinon vous pouvez m'envoyer des mails directement. Je vous ai mis là les mails. Donc je fais des conférences, des dédicaces. Voilà, ça c'était la partie un peu pratique hein, pour que tout le monde en bénéficie. Et maintenant je vais commencer à entrer plutôt dans qui je suis un peu et comment je suis arrivée à faire ce livre et ce que vous pouvez y trouver dedans et en quoi ça peut intéresser le Sénégal, puisqu'en fait je suis aujourd'hui à Dakar et même si c'est un livre en fait qui est très humain et très universel, qui va beaucoup parler aussi d'innovation, donc forcément il va beaucoup parler de la Silicon Valley et des GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, etc., Microsoft, donc il y a aussi toute cette partie-là d'inspiration du modèle des GAFAM en termes d'innovation. Il y a le modèle européen, puisque je cite beaucoup de témoignages évidemment qui font partie de mes clients et qui sont plutôt français ou multinationaux, mais il y a aussi une part que j'ai fait ressortir dans la présentation de ce soir qui peut inspirer le Sénégal. Alors, en fait, comment je suis arrivée à l'idée d'écrire ce livre, c'est parce que j'ai eu un parcours, donc vous le voyez là, chez Orange, où j'ai créé la transformation de la marque, c'était un centre de recherche, et c'est devenu ensuite Orange Lab, donc j'ai accompagné cette transformation-là, sachant qu'Orange est très présent au Sénégal, et donc j'étais au contact d'innovateurs, et ensuite je suis allée chez L'Oréal, où là encore j'étais dans le centre de recherche et innovation. Donc j'ai passé plusieurs dizaines d'années de ma vie au contact de chercheurs et de gens qui font de l'innovation. Et j'ai aujourd'hui la chance de continuer à travailler pour ces entreprises, qui sont des entreprises, de grandes entreprises. Il y en a une avec laquelle, par exemple, qui est assez proche du Sénégal, qui est l'Agence française de développement, pour laquelle il m'arrive aussi de coopérer. Hein. Donc les témoignages que vous retrouverez sont des témoignages de ces entreprises. Mais c'est aussi le partage des échanges que j'ai avec mes étudiants. Donc je sais qu'il y a quelques étudiants ce soir aussi, mes étudiants de la Sorbonne, qui me challenge aussi dans les cours que je leur apporte. Et ça, c'est très riche, parce qu'ils font partie de la très jeune génération. Et ils ont une vision de ce que je peux dire qui est challengée. Et pour moi, je trouve ça très, très riche. Donc évidemment, je suis dans une démarche de transmission. Vis-à-vis d'eux, mais aussi vis-à-vis de mes collègues coachs, etc. Ce matin, j'avais une réunion, un call avec des collègues coachs, par exemple, et ils s'inspirent aussi, où je leur transmets, comme eux me transmettent aussi, on s'enrichit mutuellement, en fait, de nos expériences et de nos partages, et c'est ce que je livre dans cet ouvrage. Alors,
mon rapport d'étonnement au contact des innovateurs, c'est que j'ai toujours vu des gens qui étaient très inspirés, très visionnaires, pour qui tout est toujours possible. Et ça, c'était pour moi un peu une différence avec la vie de tous les jours. On rencontre souvent des gens, vous dites, tiens, on pourrait faire ça. Ah ben non, ça c'est pas possible. Ah ben ça c'est pas possible, j'ai pas le temps. Ah ben ça, il y a toujours une bonne excuse pour que rien ne soit possible. Et moi j'étais professionnellement entourée de gens pour qui tout était toujours possible. Donc il y a eu ce contraste énorme. Et puis bon, vous connaissez la France, hein, si vous regardez un peu le journal télévisé en France, où tout est impossible, où il n'y a que des problèmes partout. Il y a une grande sinistrose, et quand on est au contact d'innovateurs, tout ça est un peu mis de côté parce qu'il y a une vision de l'avenir, une vision de ce qui est possible de faire, qui ne veut pas dire que ce soit naïf. Il y a évidemment aussi une lucidité à regarder les choses et à les faire de manière lucide, mais quand même avec un point de vue qui est assez optimiste et qui prépare l'avenir dès le présent. Alors j'ai envie de dire que dans cette lignée-là, ça peut être aussi quand on parle d'innovateurs, et je cite pas seulement des innovateurs d'entreprise, mais aussi des gens qui sont inspirants. Donc là, par exemple, je prends l'exemple de Martin Luther King. Quand on dit « I have a dream », ben oui, j'ai un rêve. En fait, l'innovation, ça commence par ça. Ça commence par une vision de quelque chose. J'ai un rêve. Et c'était Walt Disney qui disait avant de faire vos innovations, commencez par les imaginer. C'est commencer par les rêver. Donc ça commence par un rêve. Et donc c'est vrai que les innovateurs, ou tous ces gens qui sont inspirants autour de nous, ils sont plutôt visionnaires, ils sont très convaincus, hein, ils ont un vrai sens et ils essaient de convaincre les autres. Ils sont également persévérants. Vous voyez, comme j'ai persévéré avec Abdou, je sentais qu'il n'était pas toujours... j'ai quand même persévéré, hein, et j'ai bien fait. Et puis, en fait, surtout, ils arrivent à transformer leurs rêves en réalité. Et c'est ça la démarche des innovateurs. C'est comment transformer des rêves en réalité. Et c'est un peu ce que je propose, du coup, dans cet ouvrage. C'est d'abord comment j'ai réussi à transformer certains de mes rêves en réalité, mais aussi autour de moi et dans l'entreprise, et comment je vois des gens qui continuent à le faire, et j'aime bien voir ça. Quand j'étais sur RTS, j'ai entendu il y a des entrepreneurs au Sénégal qui font des choses magnifiques, qui vont créer des entreprises et qui développent, alors avec très peu de moyens, ils arrivent à faire j'ai envie de dire quasiment des miracles d'entrepreneuriat. J'adore ces histoires-là. Donc ma proposition, c'est de faire un pont entre, d'une part, eh bien, le coaching, et puis d'autre part, l'innovation, ou l'innovation et le coaching. C'est-à-dire les meilleures pratiques d'innovation que je connais, et qui sont les meilleures pratiques, on va dire, mondiales, puisque j'ai la chance d'être en contact avec des innovateurs qui ont une réputation mondiale, mais aussi avec le coaching, avec de nombreux cas de coaching. Donc le livre, vous allez le voir, et je ne vais pas le décrire de manière trop détaillée, je vous laisse le découvrir. Il est en 4 chapitres, parce que ça correspond aux 4 étapes du process innovation. Il va répondre au monde VUCA. Alors, s'il y a des journalistes économiques dans la salle, ils savent ce que c'est que le monde VUCA, je peux le rappeler rapidement. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde d'incertitude, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu, et qui fait que c'est peut-être plus difficile de vivre dans le monde d'aujourd'hui que dans le monde de la reconstruction d'après-guerre. Hein. C'est-à-dire que quand il y a eu la guerre, on ne va pas souhaiter qu'il y ait des guerres, hein, évidemment, pour reconstruire. On sait bien qu'en Ukraine, il va y avoir beaucoup de reconstruction, ou comme il y a, par exemple, sur le continent, au Rwanda, qui est un des très forts en innovation, mais malheureusement pourquoi, mais en tout cas aujourd'hui ils font partie des champions d'innovation pour la reconstruction. Et puis du coup je présente en fait les types d'intelligence qu'il faut développer pour pouvoir mettre tout ça en œuvre, et les soft skills. Alors là il y a un débat en me disant mais soft skills c'est quoi, vous verrez dans le débat, c'est ce qui s'est dit, ce qui va se dire dimanche soir. C'est quoi des soft skills? Les soft skills c'est en fait des compétences. On parle beaucoup de hard skills. Alors hard, ça veut dire des compétences dures, c'est les compétences techniques. C'est-à-dire je veux être boulanger, il faut que je sache faire du pain. Je suis ingénieur, je dois connaître la physique hydraulique. Donc ça, ce sont les connaissances dures, les hard skills. Mais aujourd'hui, ce qui va compter en plus, puisqu'en fait il y a l'intelligence artificielle, il y a les robots, il y a toute la dynamique en fait technologique, technique qui est là. Et du coup, les humains, leur avantage ou ce qu'ils vont apporter en plus, leur valeur ajoutée, ça va être de cette capacité à être dans la relation avec l'autre, ce que ne savent pas faire ni l'intelligence artificielle ni les robots. Et c'est cette dimension-là que je veux mettre en avant, c'est-à-dire qu'il faut développer en fait son humanité. Hein. C'était ce que disait Abdou. C'est pour ça que je mets vraiment ce côté, alors on l'appelle human-centric, hein, de l'innovation, ou du développement personnel qui remet l'humain au centre. Et il faut développer ces compétences humaines pour pouvoir se démarquer.
Aujourd'hui, un RH qui va vous recruter, les étudiants que je vois dehors, il va faire la différence entre ceux qui ont les mêmes diplômes avec les mêmes compétences techniques. Ce qui va faire la différence, c'est celui qui va être le plus empathique, celui qui va être le plus malin, celui qui va être le plus intéressé, le plus ouvert, qui va savoir faire du réseau, etc. Tout ça, ce sont des compétences qu'on dit molles, soft ou douces, et qu'il est important de développer. Et qui font cette attitude nouvelle, qui est une attitude qui permet finalement d'être à l'aise dans le monde qui change. Alors comme je dis, c'est aussi dans ma passion, c'est de faire des ponts, et notamment aussi un pont aujourd'hui entre mes deux pays de cœur, qui sont la France. Vous voyez, j'ai mis la France agitée par un drapeau un peu révolutionnaire, parce qu'on a l'impression d'être en crise révolutionnaire permanente quand on vit en France, et puis le Sénégal avec cette douceur du lac Rose dont je parlerai tout à l'heure. Alors la première étape et le premier challenge qu'on a à développer, à laquelle on a à faire face, c'est celui de la connaissance. Donc je vais parler en long, en large, en travers de l'évolution de la civilisation, de la connaissance, de l'imprimerie, etc. Je vous épargne tout ça aujourd'hui parce que ça peut durer 3 heures quand je fais le cours à la Sorbonne. Donc aujourd'hui, on va passer vite là-dessus. En revanche, je vais juste m'arrêter un instant sur quelque chose qui est pourtant très important et qu'on ne connaît pas toujours. C'est sur le fait qu'il y a différents types d'intelligence. C'est qu'il y a des intelligences, on les appelle les intelligences multiples. Vous savez qu'à l'école, on apprend à lire, à écrire. Donc, pour être un bon élève, et ensuite pour réussir jusqu'à présent dans ces métiers, il fallait bien savoir lire et compter. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il faut développer plein d'autres intelligences. Donc, vous voyez là toutes les intelligences qui sont répertoriées, comme par exemple le musico-rythmique, celle de l'intelligence spatiale, de se repérer dans l'espace, celle qui est corporelle ou kinesthésique. Donc, je mets des exemples pour tout ça, évidemment. Et celles qui vont nous intéresser pour le développement du savoir innové, c'est les deux en haut et en bas, qui est l'intrapersonnel, qui est donc celle de la connaissance de soi, bien se connaître soi-même, savoir comment on réagit, comment on gère ses émotions, et celle de l'interpersonnel, c'est-à-dire celui de la relation. On est de plus en plus sur les réseaux sociaux, on est devenu avec le digital dans une ère de la relation. Donc pour savoir gérer la relation, c'est important de maîtriser cette dimension-là. Donc là, je vais peut-être passer un petit peu sur les différents types d'émotions. Et quand on voit les différents types d'émotions, donc la tristesse, la colère, la joie, etc. Et là, j'ai mis Mbappé parce que la première présentation que j'ai faite, c'était au moment de la Coupe du Monde. Et j'ai adoré cette image de Mbappé, qui est une intelligence kinesthésique, l'intelligence du mouvement. C'est une intelligence particulière. Tout le monde n'est pas cette intelligence-là. Sur les intelligences que je vous ai montrées tout à l'heure, on en a 3, 4 maximum. Et typiquement, Mbappé a une intelligence kinesthésique du mouvement qui est exceptionnelle. Il arrive à voir et immédiatement identifier, envoyer le ballon là où il faut, à qui il veut. Et en plus de ça, il est assez doué, il fait partie de ces champions de foot qui, en plus de ça, sont doués de soft skills, c'est-à-dire il a une capacité à être dans l'écoute, à être dans le rapport à l'autre, etc., qui est pas donnée à tous les joueurs de football. Ça, c'est quand, vous savez, le dernier pénalty a été raté et que la France a été éliminée. Voilà. Donc on voit qu'il est passé d'une émotion de joie à une émotion, évidemment, de grande tristesse, voire de colère. Il pleurait après. Donc vous voyez ces changements émotionnels. Donc en fait, une des grandes difficultés qu'on doit avoir, une des grandes choses qu'il faut absolument avoir, c'est cette capacité à être dans ce qu'on appelle le shift émotionnel. Pratiquer le shift émotionnel, c'est-à-dire être capable de passer d'une émotion à l'autre. On a tous des moments où ça ne va pas, etc. Et on a tendance à se dire, mais quand on regarde dans les magazines, tout le monde va bien, tout le monde est heureux et sourit. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est d'avoir des difficultés à surmonter. Et pour ça, il faut arriver à faire ce qu'on appelle passer ce shift émotionnel. C'est ce qu'on apprend à faire quand on est dans l'innovation, parce que dans l'innovation, c'est difficile. Quand vous voulez monter un projet, une entreprise, il faut du financement, il faut que les gens vous suivent, il faut qu'ils soient d'accord, il faut monter un projet. Et vous passez par toutes les couleurs des émotions positives et négatives. S'il y a des entrepreneurs dans la salle ou des journalistes économiques, on sait qu'il y a ces difficultés-là. Et quand on est donc dans l'innovation, on sait ça, et dans le coaching, c'est ce qu'on apprend à faire aux gens, c'est-à-dire à se départir des difficultés émotionnelles qu'ils peuvent avoir dans la vie et qu'on a tous à traverser à un moment donné pour arriver à un système d'émotions qui soit plus positif, qui soit plus axé sur la joie. Donc ça, c'était la première étape. Et je vous ai fait un raccourci La deuxième étape, c'est celui du challenge de la disruption. C'est sans doute un mot que les plus jeunes générations connaissent. La disruption, c'est quand il y a des innovations qui surviennent et ça nous ramène à un état, on perd un état antérieur, on passe à quelque chose de nouveau. Par exemple, avec le smartphone,
On est en plein dans la disruption, puisque aujourd'hui, si vous oubliez votre smartphone chez vous, vous retournez le chercher. C'est difficile de passer une journée ou si vous passez sans votre smartphone. C'est ça, c'est une vraie disruption, c'est-à-dire que c'est un nouvel état de fonctionnement qui fait qu'on pourrait difficilement repasser au monde d'avant. Vous voyez, par exemple, sans smartphone aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne pourrait plus rien faire, même pour les papiers, pour l'administration, pour voyager, pour tout. Tout est sur les smartphones. C'est typiquement une disruption. Et donc, dans mon livre, j'explique comment j'ai vécu une grande disruption qui était l'arrivée de l'Internet quand j'étais à San Francisco, dans la Silicon Valley, et que j'ai vu arriver tout d'un coup la voix sur Internet. Alors, les plus jeunes, ils ne se souviennent pas de ce temps où quand on téléphonait, ça coûtait plus cher quand on était loin. Et puis plus on parlait, plus c'était cher. On pouvait avoir des factures énormes. Et si on se téléphonait entre Paris et Dakar, c'était des factures énormes. Aujourd'hui, on n'y pense même plus. On prend son WhatsApp et c'est gratuit. On fait même du Zoom, ou on fait du Teams ou du Skype. Hein. Et tout ça, c'est gratuit. Ça, c'était une grande disruption. Chez l'opérateur dans lequel donc, je travaillais à cette époque, quand on a vu arriver ça, on se dit, mais aujourd'hui, on gagne de l'argent avec ces communications, et tout d'un coup, tout ça, ça devient gratuit. Comment on va faire pour vivre? Donc, il y a eu toute cette transformation d'entreprise à produire. Ça, ce sont les disruptions. Alors, en sachant qu'au Sénégal, vous avez un vrai potentiel de disruption. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, sur le continent africain, 4 personnes sur 5 possèdent un téléphone mobile. Donc, et que avec 725 millions d'utilisateurs sur le continent, vous faites partie de la plus forte croissance mondiale. Et donc ça, c'est évidemment un potentiel d'innovation énorme, parce que ça veut dire qu'il y a une accessibilité possible de toutes les applications que vous pouvez créer. Et c'est là où on voit qu'effectivement, ce développement de l'innovation, il se fait au travers notamment, par exemple, je donne des exemples voilà, que j'ai suivis de près, comme par exemple Orange Money, qui a été la première, une des premières, hein, finalement une sorte de banque en ligne, c'était une des premières, et qui maintenant est copiée, challengée par d'autres entrants. Là j'ai mis c'est Web, hein, je crois. Voilà, et donc aujourd'hui, et c'est le Sénégal qui est le berceau de ces innovations disruptives mondiales. J'ai mis également Wango qui est les lampes solaires, et donc ça c'est un pétrolier, hein, c'est Total Energy qui a créé ces lampes solaires qui sont disponibles dans les agences, dans les stations-service, donc vous pouvez acheter des lampes solaires, voilà, et qui est une alternative évidemment à tout ce qui se fait avec les énergies fossiles. Donc le Sénégal c'est un berceau d'innovation disruptive mondiale, et donc ça il faut en être absolument fier. Alors ce qu'on donne généralement comme idée pour pouvoir devenir disruptif et créatif, donc c'est entrer dans son flow. Je crois qu'il y a un magazine de culture et d'art dans la salle, et donc toute cette dimension et tout le chapitre 2 qui est consacré à comment on développe la créativité, sa propre créativité ou la créativité en groupe ou en association, etc. Je pense que vous y trouverez de nombreuses réponses à toute cette dimension artistique et du développement de la créativité. Il s'agit évidemment de libérer son flow. Et pour ça, donc, le flot de la créativité, c'est comment font les artistes. Et au Sénégal, il y a une créativité très très forte, hein, surtout le continent africain. On adore venir à la Biennale parce qu'il y a toute cette explosion artistique qui est présentée, et il y a un potentiel évidemment très fort. L'originalité, le décentrage, qui sont autant de soft skills importantes pour faire face à la disruption. Le troisième challenge, c'est celui des paradoxes. Les paradoxes, vous savez ce que c'est? Un paradoxe, c'est quand on a à gérer tout et son contraire. On a à gérer la main gauche et la main droite, on a à gérer des choses qui sont contraires. Et j'ai envie de dire que peut-être pour vous, ici, en tout cas sur tout le continent africain, il y a probablement une grande contradiction à gérer qui est celle de concilier la tradition et la modernité. C'est-à-dire que la tradition est très très forte. J'étais ce matin donc avec un guérisseur qui est voilà, sur le plateau, et c'est vrai qu'il parle d'une tradition. Aujourd'hui, quand vous avez un problème ou que vous voulez un conseil, souvent vous allez voir quelqu'un qui est dans la tradition ancestrale pour vous conseiller. Aux États-Unis ou en Europe, en fait, on va voir son coach. Alors, je ne vais pas dire qu'un coach, c'est un guérisseur, surtout pas, c'est pas ce que je dis. Il n'y a évidemment pas de dimension spirituelle, mais c'est une démarche qui peut être semblable à celle-là, où en allant chercher conseil pour essayer de trouver des solutions quand on a un problème. En ce qui concerne l'innovation, il faut effectivement que vous arriviez à trouver et à gérer ce paradoxe, avoir cette intelligence des paradoxes qui vous permet de gérer la tradition et de la respecter, et en même temps de créer des opportunités et des innovations qui créent quelque chose et qui créent du progrès.
Donc là, je soulignerais qu'il y a eu récemment, et ça j'ai été très heureuse de le découvrir, des remises des awards, hein, qui sont donc des prix de reconnaissance, des Blue Ocean Awards. Les Blue Ocean, c'est tout ce qui est dans l'océan bleu, c'est-à-dire en fait de l'innovation, de choses qui n'existent pas encore. En Europe, aux États-Unis, on est dans l'océan rouge, c'est-à-dire il y a plein de requins parce qu'il y a déjà plein de choses qui existent. Le grand avantage que vous avez sur votre continent, c'est qu'il y a beaucoup de choses à développer et de ce fait, vous avez un potentiel d'innovation qui est énorme. Et vous allez pouvoir le faire et vous allez pouvoir le saisir. Donc là, j'ai pointé par exemple 2 startups qui font déjà des choses vraiment extraordinaires et qui ont reçu ces awards. Donc l'un par exemple qui est Dictaf, qui utilise l'intelligence artificielle pour les agriculteurs. Et donc ils ont monté un site, une application donc, sur smartphone qui s'appelle SOS Agri. Et quand les agriculteurs ont un problème, ils peuvent avoir, en passant en revue les différentes difficultés qu'ils rencontrent dans leur exploitation, ils ont des réponses à ça. Ou également Jokolante, qui est aussi une application qui est destinée à l'agriculture. Le Sénégal a 60% agricole, donc tout ce qui touche l'agritech, c'est évidemment un potentiel d'innovation énorme pour votre pays. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a un programme d'émergence, hein, Sénégal Émergence, où effectivement il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont promues. Là, en l'occurrence, Jokolang, c'est l'agriculture en langue locale, c'est-à-dire que c'est en Wolof, mais c'est aussi en Sérère, en Diola, etc. Et donc très accessible. Donc cette accessibilité par le portable et par des langues qui sont adaptées aux personnes qui vont consulter, c'est évidemment une manière de concilier innovation et tradition. C'est ça que je veux dire quand je parle d'innovation de progrès. Alors décider de la solution, de la même manière qu'en innovation, on doit décider de quel projet on va mener, où on va mettre ses ressources, ses moyens, ses énergies. Quand les gens viennent me voir en coaching, c'est souvent ils ont des décisions à prendre. Et dans ces décisions, c'est par exemple, est-ce que je continue à rester en entreprise, à être salarié? Donc ça, pareil pour la presse économique, c'est vraiment des questions qui sont vraiment récurrentes sur les statuts des gens. Ou est-ce que je fais un peu les deux? Ou est-ce que je monte ma start-up? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont très tentés par la liberté de la start-up. Parfois, c'est un peu idéalisé parce que c'est dur aussi d'être entrepreneur. C'est très dur et ça demande... Comme les gens qui veulent créer des restaurants, c'est par exemple, c'est très dur de faire un restaurant. C'est une chose d'être un bon cuisinier, d'aimer ça, et c'en est une autre de monter une affaire de restauration. Et pour une start-up, c'est pareil. C'est une chose d'avoir des idées et de savoir les mettre en œuvre, mais c'en est une autre d'être entrepreneur et de survivre à ce qu'on appelle la vallée de la mort des 3 ans. Donc je donne des témoignages d'entrepreneurs dans mon livre qui vivent ce passage des 3 ans. Et notamment un entrepreneur qui est un entrepreneur chinois qui est arrivé sur le territoire français à l'âge de 10 ans et qui a réussi à monter aujourd'hui une boîte qui est une licorne, c'est-à-dire qu'il a un chiffre d'affaires à plusieurs millions d'euros. Et néanmoins, il raconte ce passage de cette vallée de la mort qui a failli être fatale pour lui, surtout qu'il avait hypothéqué ses biens personnels, que sa femme travaillait dans l'entreprise. Donc cette prise de décision sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je monte ma start-up ou pas, enfin, ça fait partie des décisions qui sont évidemment très difficiles à prendre. Dans les soft skills, la persévérance, la capacité à être patient et à surmonter les épreuves. Et puis la capacité d'analyse, c'est-à-dire à garder du recul, même dans la difficulté, dans l'adversité. Et c'est souvent le plus difficile. Donc c'est ce que, quand j'accompagne en coaching, c'est d'ailleurs la première des choses que je peux apporter. C'est pour les personnes qui sont débordées émotionnellement et qui sont dans le doute, c'est de les aider à garder du recul par rapport à leurs initiatives, à leurs difficultés, à leurs doutes. Le 4e challenge, et qui n'est pas le moindre, et c'est le dernier, après on pourra prendre un pot ensemble et je pourrai faire des dédicaces du livre. Le 4e challenge, c'est celui du sens. Et au fond, c'est toute la question, et c'est là où c'est le plus proche pour moi par rapport à ma conception de l'innovation, qui est une conception de l'innovation qui fait du sens. C'est-à-dire que ce n'est pas innover pour innover ou innover juste pour gagner de l'argent. C'est innover pour aussi amener du progrès. Aujourd'hui, il y a des vrais enjeux planétaires, des vrais enjeux d'environnement, et pour moi, et c'est comme ça que je le décris, et les témoignages que je donne dans le livre vont dans ce sens-là, c'est d'utiliser l'innovation pour pouvoir répondre à ces challenges de la planète, de l'environnement, de l'évolution sociale. Alors j'aime à dire que quand même 35% de la population jeune du monde sera africaine en 2023, donc ça veut, en 2035, pardon, et donc ça signifie qu'il y a un vaste potentiel aussi et que toute cette digitalisation, elle va s'accélérer encore plus. Il y a 20 ans, on n'imaginait pas
que l'Afrique aurait autant, le continent africain aurait autant d'utilisateurs de mobiles, parce que les distances sont énormes et que ça pose une question de réseau. Grâce au système Internet, au Wi-Fi et aux communications aériennes, ça permet en fait cette généralisation de la technologie et de l'accessibilité des données, de l'information. Et donc en 2035, un rendez-vous pour faire un bilan de tout ça. Et voilà, donc je donne l'exemple du lac Rose, parce que quand j'étais invitée dans l'émission du matin, l'émission c'est mercredi matin pour le petit déjeuner. Ouais, Keliba. King Keliba, voilà, avec le très bon thé sénégalais. Et donc il y avait un reportage sur le lac Rose. Et moi je vais au lac Rose, j'étais allée, quand il y a des amis qui viennent, on va leur présenter le lac Rose. Et je n'ai jamais vu le lac Rose rose. Et je me dis, mais c'est bizarre, c'est une histoire, c'est comme le Loch Ness, on ne voit pas le lac Rose rose. Et en fait, là, j'ai découvert pourquoi souvent, maintenant, il était de moins en moins souvent rose. C'est qu'en fait, il y a des déversements de pollution énormes et que le trop-plein d'eau venant autour de Dakar, etc., était déversé dans le lac et les poissons qui meurent, etc. Et donc je me dis, mais est-ce que c'est possible que ça continue comme ça? Parce que est-ce que les jeunes générations vont continuer à accepter ça? Moi, je crois beaucoup au potentiel des jeunes générations qui vont faire bouger le monde, parce qu'ils sont très sensibles à ces dimensions-là et ils vont faire bouger les choses. Et il n'y a jamais eu une telle conscience non plus. La crise du Covid a été à cette crise de conscience mondiale. Pour passer donc à l'action dans cette quatrième partie, c'est une fois qu'on a bien clarifié notre objectif de coaching, une fois qu'on a trouvé plein d'idées, voire des idées de disruption, une fois qu'on a décidé si on monte une start-up, ce qu'on a envie de faire, etc. Maintenant, il faut passer à l'action. Et le coaching continue là sur la mise en œuvre. Il faut réaliser. Donc c'est pour ça qu'en entreprise, en tout cas en France, tout le monde a du coach. C'est-à-dire que les entreprises françaises investissent vraiment massivement, à la suite évidemment de celle des États-Unis. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver aussi sur le continent ici, et qui est en train d'arriver, parce que le coaching va aider au passage à l'action. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées, mais après il faut les mettre en œuvre. Et pour cette mise en œuvre, en fait, il y a un tas de techniques qui est notamment celle de provoquer la loi d'attraction. Alors, provoquer la loi d'attraction, ça amène plusieurs soft skills que je cite là, comme l'agilité, être capable de prendre la décision et d'aller jusqu'au bout, le courage de prendre des risques, et puis la capacité à être dans la collaboration. Alors, dans toutes ces soft skills, moi je trouve qu'il y a plein de choses qui sont dans la culture africaine ou sénégalaise, de celles que j'observe, plein de choses qui existent déjà, comme par exemple la culture de la collaboration. Il y a une vraie solidarité familiale entre les amis, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile dans nos pays occidentaux, par exemple. Donc alors il y a une phrase, par exemple, que j'aime beaucoup citer sur la collaboration, qui est un proverbe africain, qui est on va plus vite seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Donc je donne souvent ce proverbe en citation pour illustrer la collaboration. Et puis je rajoute une soft skill qui est particulière, alors je mets 5% parce que j'avais fait un sondage et c'était pas remonté comme quelque chose de fort, et pourtant moi j'y crois vraiment beaucoup, qui est celui de la chance. C'est-à-dire que on m'a toujours dit dans ma vie, mais t'as de la chance. Et en fait, je me suis beaucoup documentée sur le sujet en me disant, mais pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me dit j'ai de la chance? Et puis c'est vrai que je trouve que j'ai de la chance, mais finalement pourquoi? Et donc j'ai trouvé des réponses à ça, et en fait il semblerait, au travers d'un tas d'études qui ont été faites sur le sujet qui se recoupent, c'est qu'en fait quand on a un esprit positif, on a plus de chances d'avoir de la chance. C'est-à-dire que la chance vient aussi avec la manière de penser les choses. Plus on se sent une victime, plus on va subir le monde et on va subir des choses qui ne sont pas très agréables. Et plus on pense qu'on a de la chance, plus finalement la chance va arriver. Et puis d'une certaine manière, ça donne aussi une certaine force qui fait que les autres se disent finalement elle n'a peut-être pas complètement tort, parce que bon. Donc la chance est un phénomène très particulier sur lequel donc, je continue à travailler. Peut-être que je vais publier aussi sur le sujet, parce que c'est quelque chose de très important. Et donc je pense qu'il faut vraiment en fait provoquer la chance, provoquer la loi d'attraction et provoquer la chance pour avoir de la chance et pour réussir. Pour terminer, réussir aujourd'hui, c'est quoi? C'est un mélange à la fois d'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence cognitive, c'est-à-dire savoir lire, écrire, connaître son métier, être fort techniquement, mais c'est aussi une part d'intelligence dite émotionnelle, c'est-à-dire avoir du cœur, de la bienveillance, de l'empathie, de la persévérance, de la patience dans la relation avec les autres. Et puis en conclusion,
qui est d'ailleurs la conclusion de mon livre. En fait, ce que j'aimerais, c'est un peu ce que je fais ici, ce que je fais à la Sorbonne. Hein. Quand j'enseigne à la Sorbonne, je le fais dans un esprit de transmission. Et maintenant, j'ai 4 masters, donc ça me prend quand même beaucoup de temps. Mais c'est transmettre en fait ces valeurs et cette expérience qui, je vois dans mes coachings particuliers, sont vraiment très efficaces pour aider les gens à vivre mieux, à être dans une forme de bien-être. On le voit déjà dans certains pays, comme par exemple la Scandinavie, on enseigne les soft skills à l'école, on enseigne l'empathie par exemple. Ou au Japon, on enseigne la collaboration, puisque pour eux, c'est très important, le collectif. Donc, il y a déjà des exemples de pays où on voit ce développement des soft skills. Et c'est vrai que, bon, une de mes grandes joies serait qu'il y ait des programmes de développement de soft skills qui se fassent au niveau de l'éducation nationale, que ce soit en France ou bien sûr aussi au Sénégal. Et pour vraiment terminer, je vous souhaite à tous un très bon week-end et en espérant que vous pourrez prolonger ce moment en regardant RTS2 dimanche soir. Voilà. Mais en attendant, on peut peut-être avoir quelques questions quand même. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dirais bonjour au lieu de bonsoir, parce que d'habitude on dit que la soirée commence à 18h ou même au-delà. Bon, je commence par présenter vraiment mes félicitations à Madame Sylvie pour la belle présentation qu'elle vient de faire. Pourquoi? Parce que... ça ira. Voilà. Pourquoi? Parce que à un certain moment, j'ai regardé même le plafond, parce que j'avais l'impression qu'elle répondait à une série de questions que j'avais. Parce que en lisant la présentation de l'ouvrage, j'avais remarqué des personnalités, des personnes, disons, vraiment indiquées qui parlaient dans cet ouvrage, mais la part de l'Afrique m'inquiétait un peu. Parce que je me disais que l'Afrique change. Mais est-ce que Mme Sylvie avait, entre guillemets, un diagnostic de cette adaptation du continent avec cette idée d'innovation? L'autre question, c'est qu'il y a des acteurs, des professionnels du secteur et même des autorités en charge de ces innovations. Je m'attendais en venant à trouver, disons, des autorités ici, parce que c'est un ouvrage qui peut accompagner le développement de l'Afrique. Mais j'avoue qu'en regardant le plateau, j'étais un peu, disons, resté sur ma faim. C'est pourquoi je voulais poser les questions. Pourquoi? Est-ce que vous avez eu des échanges avec ces autorités sénégalaises? Bon, l'autre question, c'est l'innovation. Vous avez répondu ça en grande partie. Hein. L'innovation, surtout, on parle de technologie. Alors qu'en Afrique, il y a, disons, des besoins de valorisation des ressources naturelles. Et vous avez répondu à la question. Bon, je ne sais pas si vous pouvez apporter un peu plus d'éclairage. Bon, sur quoi l'Afrique doit peser pour pouvoir aspirer à ce développement? Parce que chaque continent aussi a ses réalités. Et vous avez en partie répondu à ça. Souvent, dans des universités comme à Thiès et même en Afrique, avec les présentations de l'agence Ecofin, nous voyons des jeunes qui sont porteurs de projets qui ne demandent qu'à être valorisés. Et malheureusement, on sent que toujours le continent africain est en retard. La dernière question, c'est pourquoi le choix porté sur Dakar, le Sénégal, pour la présentation de cet ouvrage? Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est Farah Michel Dieye. D'accord. Ouais. D'accord, c'est Farah Michel Dieye. Je suis le directeur de publication du site d'actualité L'Actu à Chaud et membre aussi du collectif des journalistes économiques du Sénégal. Merci. Merci beaucoup. Fin de journée, c'est pas forcément évident. Donc, merci d'être venu et d'avoir lu le livre également. Donc ça, c'est. Je vous remercie et vous félicite parce que c'est vrai qu'il fait quand même, il est assez volumineux, il est assez dense. Et comme je disais, il est à double lecture, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie didactique, mais aussi des parties qui sont plus rapides à lire. Et je vois que vous avez lu plus que les parties rapides à lire. Donc évidemment, je vous remercie et vous félicite. Alors je vais peut-être commencer de pourquoi Dakar, hein, pourquoi le Sénégal. En fait, j'ai dit tout à l'heure, je fais le pont entre deux pays de cœur. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir venir souvent au Sénégal pour accompagner mon mari. Et en fait... donc voilà, donc j'apprécie le Sénégal. J'ai eu l'occasion du coup de bien le découvrir aussi, le Sénégal, la culture sénégalaise.
et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'apprécier notamment toute la créativité, tout l'art. Et je suis un peu en contact avec des entreprises où j'essaie de les suivre sur LinkedIn. Je m'intéresse en fait au développement économique du Sénégal, mais je ne vis pas en permanence au Sénégal, donc c'est un peu difficile de faire progresser les choses de manière continue. Mais en tout cas, je suis très ouverte à si je peux aider, et c'est le sens d'ailleurs de mon intervention et de mon souhait. Alors, est-ce que j'ai vu des autorités sénégalaises? Non, en fait, mais je suis tout à fait ouverte pour ça. Et c'est vrai qu'un de mes souhaits, ce serait vraiment de développer le coaching au Sénégal, parce que c'est vraiment un atout de performance. Hein, fait vraiment on appelle ça les angles cachés de la performance. C'est-à-dire que le bien-être au travail, on le sait aujourd'hui, c'est aussi ce qui permet d'être plus productif. Donc le coaching, c'était pas au début seulement une belle idée humaniste, hein, c'est aussi pour faire en sorte que dans l'entreprise, les gens soient plus performants ou se transforment plus facilement, puisque et ça j'aime beaucoup cette phrase-là, c'est en fait il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est que le monde change en permanence. Hein. Donc ça c'est le changement. Et donc le coaching accompagne justement ces transformations qui sont nécessaires et qui sont difficiles. Voilà. Donc je n'ai pas rencontré d'autorité sénégalaise, mais ce serait volontiers que je le ferai. Si je peux aider à porter ma pierre à l'édifice, ce serait très volontiers. En ce qui concerne les différents types d'innovation, évidemment, il y a une part particulière, et j'ai essayé de le montrer quand même dans ma présentation, j'ai fait cet effort, même si mon livre est assez universel en termes de méthode et de programme. Dans mes exemples, c'est vrai que je suis plutôt sur des exemples de clients pour lesquels je travaille, et donc qui vont être plutôt basés en France qu'au Sénégal. Néanmoins, je suis cette actualité de l'entrepreneuriat sénégalais, non seulement à travers de l'Agence française de développement, hein, pour qui je travaille, mais il y a toute cette dimension, donc Total Énergie aussi, qui est très présent ici et qui développe, ou Orange aussi. Donc au travers de quelques entreprises, je vois ce qui s'y fait. Et puis comme vous voyez, je reste très en contact avec l'actualité économique, comme par exemple les Ocean Blue Awards, etc. Ce qui est évident, c'est qu'il y a d'un point de vue écologique une mine énorme qui est le solaire, parce qu'il y a quand même une chose qui existe à l'état naturel et non menacé, qui est quand même l'énergie solaire. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être évidemment beaucoup plus développé, à mon sens. Après, c'est une question d'investissement, d'infrastructure, de qui le fait et de quelle manière. Mais c'est vrai que tout ce qui va être développement durable et responsabilité sociale d'entreprise, je pense que les multinationales s'y mettent aussi, comme le cas que je donne de social business, hein, qui est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a une chaire maintenant à HEC de social business et d'agences qui travaillent sur l'innovation pour développer la responsabilité sociale d'entreprise et de social business. Donc c'est quelque chose qui va arriver et qui arrive déjà. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être prises, mais dont on ne voit pas encore les résultats. Je rappelle la question peut-être. Donc en fait, oui, comment le coaching peut aider les jeunes talents, c'est vraiment essentiel. Il faut savoir que vraiment dans les entreprises où ils ont des services RH qui déploient des programmes de talent, et c'est comme ça que j'ai eu mon premier coaching, il y a maintenant quelques dizaines d'années. J'ai eu la chance de faire partie des exécutives très jeunes, des top managers très jeunes de chez Orange. J'ai bénéficié des premiers coachings qui arrivaient en France. Et ça a été une révélation pour moi. Il y a tout un monde, un univers que je découvrais. Et quand on découvre cet univers-là, après, c'est en fait le travail d'une vie. Et c'est vrai que c'est par l'entreprise que ça commencé à arriver. Et maintenant, on commence à avoir des coachs un peu en tout, hein, des coachs de vie, de sport, de tout ce qu'on veut. C'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc malheureusement, il y a un peu de tout, avec des excès et des travers. Mais c'est vrai aussi qu'il y a aussi des formations. Et donc par exemple, des formations, moi celle que j'ai faite, c'est celle de HEC Executive Coaching, qui fait partie des formations sérieuses, entre guillemets. Et généralement, les DRH s'arrêtent quand même à ces dimensions de formation, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont peut-être qui sont pas forcément très efficaces ou qui font du coaching non réglementaire. Voilà. Mais sinon, il y a un cadre, il y a une charte de déontologie qu'on signe, il y a une supervision, il y a un suivi, etc., qui encadre les métiers de coach, et notamment pour les talents. Alors c'est pour développer les talents des jeunes notamment, mais aussi des moins jeunes. Aujourd'hui, on coach aussi des personnes qui sont peut-être un peu moins jeunes, mais pour les aider à se transformer, à rester dans l'entreprise. Pour que justement les seniors aussi
on devient très vite senior en entreprise. Ça commence maintenant sur la pile des DRH, et dès 45 ans, on commence à arriver à l'âge des seniors. Donc on continue quand même aussi à coacher des gens qui ne sont pas forcément des jeunes talents, mais pour qu'ils puissent transmettre aussi, être dans une dynamique qui reste positive pour l'entreprise. Et même s'adapter à un monde qui change. Exactement, pour s'adapter au monde qui change. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de génération. Et j'ai la chance, avec les cours à la Sorbonne, d'être vraiment en contact avec des jeunes. Donc ça en fait plus d'une centaine en fait par promotion, puisque j'ai 4 masters. Et je vois à quel point ils sont différents et à quel point ils parlent. Alors par exemple, on me dit, oui, mais dans votre livre, il y a plein de mots que je ne comprends pas. En fait, c'est des mots, les plus jeunes, ils n'ont pas de difficulté à les comprendre. Ils parlent cette langue-là. C'est aussi une langue qui est une langue nouvelle, peut-être, qui arrive. Si on leur demande, là, lire des pages qui seraient difficiles, peut-être pour des gens qui ont moins l'habitude. Les plus jeunes générations, elles sont complètement dans cette langue-là. Voilà. Donc, c'est un livre qui est aussi pour les personnes qui sont plus jeunes, mais aussi pour des personnes qui sont moins jeunes, mais qui ont envie de rester au goût du jour et de s'adapter au monde qui change. Voilà, j'avais 3 questions. C'est Moussa Seck, journaliste au journal Le Quotidien, étudiant au CST, aussi en master de médias et communication. Alors, qui dit coaching dit développement personnel, corollairement. Et le développement personnel, tel qu'on le voit maintenant, est souvent associé à des récits enjolivés, si on peut parler de la sorte, de personnages types, parmi lesquels on peut citer un certain Steve Jobs, la Silicon Valley, quoi. Alors, on a des récits enjolivés de personnages types tels que j'ai dit tantôt, mais seulement le développement personnel et le coaching en général n'a pas très bonne presse maintenant. Il y a même des gens, Julia de Funès, qui a écrit un ouvrage, Développement impersonnel, le succès d'une imposture. Donc, il y a des gens même qui en vont jusqu'à parler d'imposture. Qu'est-ce que cela ça vous inspire en tant que personne qui est dans le milieu du coaching et du coaching? Alors, c'était la première question. On parle traditionnellement de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Alors, avec ce livre-là, on voit qu'il y a un 4e élément qui a été rajouté, le savoir innover. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire d'ajouter ce 4e élément, à savoir le savoir innover? Est-ce parce que ces 3 éléments-là ont montré les limites au vu du développement fulgurant de la technologie, par exemple? Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à ajouter le savoir innover au trio traditionnellement et qu'on a cité? C'est la 2e question. Alors, la 3e question et la dernière, c'est que dans les librairies maintenant, lorsqu'on fréquente les librairies et souvent les parterres, on voit que les livres de lecture traditionnels classiques sont remplacés par des livres qui vont dans le sens de Robert Kiyosaki, donc se faire du cash, ou alors des livres qui vont dans le sens du développement personnel, des livres donc qui appellent les gens à se recentrer sur eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là à lire que des livres qui appellent les gens à se recentrer sur eux-mêmes et des livres qui n'appellent aux gens, qui montrent les gens les chemins pour décrocher du cash? Est-ce qu'il n'y a pas de danger à n'avoir que ces types de lectures-là? Merci. Merci beaucoup. Merci de ces questions qui sont très pertinentes. Alors la première sur le débat du coaching et développement perso, bon, j'ai l'habitude qu'on me dise ça, et parfois même il y a des gens qui n'aiment ni le coaching ni l'innovation, donc les deux, donc je fais avec ça, mais ça on a l'habitude quand on est innovateur, parce que on est souvent confronté à des oppositions. Alors le coaching, encore une fois, c'est un métier qui est non réglementé. Donc les coachings, il y a des coachings à toutes les sauces pour changer son appartement, pour faire un régime diététique, ou voilà. Donc les coachs, voilà, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Et ensuite, il y a des coachs qui sont avec un coaching qui est très encadré, comme ce que je disais, qui est par le biais de formations qui sont très spécifiques. Donc je reciterai, puisque pour l'enregistrement, donc HEC Executive Coaching, qui fait partie des meilleures formations, où on a des intervenants de haut niveau et des gens qui ont une légitimité qui crédibilise la profession. Il y a aussi tout un encadrement avec les signatures de déontologie. Par exemple, derrière le coaching, il y a tout ce qui touche à la confidentialité. Jamais ce qui se passe dans une séance de coaching n'est divulgué à quelqu'un d'autre.
Il y a le cadre qui va donner aussi une permission à la personne, et le cadre est à respecter. C'est ce qui fait la différence entre un coaching et puis un pot qu'on va prendre dans un café, autour d'un café avec un ami. Hein, c'est pas... Donc il y a ce cadre-là, et puis un cadre transférentiel, ça s'appelle comme ça dans toutes les thérapies, où en fait le coach va vous inspirer ou pas. Donc si vous avez un coach qui vous inspire, vous allez changer. Si vous avez quelqu'un qui ne vous inspire pas, il ne va rien se passer. Donc c'est important qu'il se passe quelque chose. Donc surtout quand vous avez besoin d'un coaching, surtout il faut choisir le coach qui vous inspire et qui va vous aider, et vous sentez qu'il va vous aider à faire quelque chose. Alors après, il y a les détracteurs du coaching. Je dis, mais moi, je force personne à venir en coaching. La seule chose que je vois, c'est que Juliette Funès, elle fait beaucoup de chiffre d'affaires. Hein, je veux dire, en prenant le contre-pied de quelque chose qui fonctionne, vous savez très bien, par l'opposition, c'est une manière aussi de se faire remarquer. Ce qu'elle dit, il y a énormément de choses, je pourrais reprendre chacun des points de ses bouquins, où je peux donner l'inverse de ce qu'elle dit. Je veux dire, bon... c'est la petite fille de quelqu'un de célèbre en France, donc elle est interviewée dans les radios, on entend, on fait à chaque fois référence à son grand-père, Louis de Funès, bon ça y est. Bon. Mais donc le coaching, on sait que c'est quelque chose qui et en tout cas je le sais par expérience, qui apporte beaucoup aux gens. Alors, et qui a apporté beaucoup, moi qui m'a apporté, donc j'en ai fait l'expérience personnelle, c'est un moment de vie qui était extrêmement difficile pour moi, où j'ai subi plusieurs disruptions, on va dire, personnelles, professionnelles en même temps. Et le coaching m'a vraiment aidé à m'en sortir, à garder la tête hors de l'eau et à pouvoir avancer et à me transformer. Donc j'ai cette expérience personnelle-là qui m'a donné envie, quand j'ai décidé de quitter le monde du salariat, de créer une boîte de coaching. Et aujourd'hui, chaque jour, et encore cette semaine, j'ai reçu un message, je peux vous lire les messages, c'est des messages tellement merveilleux de gens qui me disent « mais merci, j'ai réussi à avoir l'examen que je n'arrivais pas à avoir parce que en fait, je ne m'étais pas ouverte à certains aspects émotionnels de la difficulté de cet examen. Et merci, c'est grâce à vous que j'ai pu réussir, parce que ça faisait plusieurs fois que je le passais, je n'y arrivais pas. » Voilà. Donc des messages comme ça, j'en ai énormément. Donc je pense dans mon prochain livre, je vais sans doute réunir des témoignages de genre sur tout ce qui touche à l'évolution de carrière, parce que là, il y a vraiment quelque chose de fort. Alors on va poser aussi la question, pour compléter sur la dimension coaching, par rapport à une psychothérapie classique, une psychanalyse, on m'a demandé ce matin, une psychothérapie classique et le coaching. Le coaching, c'est en fait une thérapie qu'on appelle comportementaliste, c'est-à-dire que c'est ce qui va nous faire changer dans nos comportements. Alors autant qu'on puisse le faire, parce qu'on ne va pas se changer radicalement, mais on va surtout répondre à un objectif. Quand vous commencez une thérapie ou une psychanalyse, vous y partez pour 15 ans et vous parlez de votre papa, votre maman, de tout ce qui vous trouble, etc. Et ça peut durer très longtemps, parce que de toute manière, c'est un sujet inépuisable. Quand on est en coaching, on va se fixer un objectif en disant voilà, c'est ça que je voudrais atteindre, je ne me sens pas très heureuse sur cette partie-là de ma vie, c'est ça que je voudrais améliorer. Donc on travaille sur du coaching et il y a une forme de, pas d'obligation de résultat, mais il y a quand même une évaluation de résultat. Quelqu'un qui se fait coacher, s'il atteint ce qu'il cherche, bah, il se dit quand même c'est bien. En psychanalyse, vous savez, sur 15 ans, bon, c'est plus difficile à évaluer. Donc toute cette évaluation du coaching, quoi qu'on dise les détracteurs, ben, c'est là pour aider les gens. Et moi, mes clients m'amènent d'autres clients parce que quand ils sont contents, eh ben, ils viennent. Je ne dis pas mes patients parce que je ne suis pas médecin, ce que pourrait dire un psychothérapeute, mais néanmoins, quand, dans cette relation-là, la relation de satisfaction est évidemment importante puisque c'est comme ça que va se faire le fait qu'on puisse avoir d'autres personnes à traiter. Donc ça, c'était la question. Je ne sais pas, ça vous va comme réponse ? Sur la partie coaching. Après, sur le savoir-être et pourquoi j'ai choisi Savoir Innover, je dois vous avouer que c'était une grande discussion avec l'éditeur qui m'a dit « Oh, il y a un tas de gens qui n'aiment pas l'innovation, tu mets Savoir Innover, il y aura une innovation dedans, etc. » Je tiens à ça parce que c'est vraiment mon expérience de l'innovation qui m'a inspiré les méthodes que j'ai produites aujourd'hui en termes de programmes de coaching. Les 4 étapes que je vous ai présentées, qui correspondent aux 4 étapes de fonctionnement du coaching, qui sont les 4 étapes de créativité, qui sont les 4 étapes du processus innovation. Et puis c'est un mélange en fait, c'est un mélange des autres, à la fois du savoir, puisque je partage aussi toute une connaissance sur l'innovation, mais c'est aussi du savoir-être. Donc c'est au-delà du savoir-être simplement. Donc il n'y a aucun du trio qui correspondait exactement à ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai rajouté cette 4e catégorie sur le savoir innover. Et puis vous avez dû voir que dans ma préface, j'ai intitulé « J'innove donc je suis ».
C'est-à-dire, donc on est bien dans l'être, hein, donc c'est je suis, et donc c'est évidemment en référence à Descartes, hein, qui dit je pense, donc je suis, et moi je dis c'est j'innove, donc je suis, c'est-à-dire que quand j'innove, comme le disait tout à l'heure Abdou, il y a ce côté autotélique de l'innovation, c'est-à-dire quand on innove et qu'on crée, on est dans un état de bien-être, de flow, on a l'impression de se faire du bien en créant une société, de se faire du bien en se transformant, en se développant. Et donc il y a toute cette dimension-là aussi qu'on ne retrouve que dans l'innovation. Donc je tiens beaucoup au savoir innover. Et merci d'avoir pointé, parce que c'est une question qu'on ne me pose pas, mais je trouve que c'est une très bonne question. Le troisième question, c'était par rapport au type d'ouvrage qui se développe aujourd'hui. Oui, en tout cas, moi j'avais envie d'écrire un livre là-dessus parce que c'est mon expérience et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi. Après, moi je lis beaucoup de romans, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait une Hippocagne, une Cagne, je lis beaucoup d'ouvrages de philosophie, dans mon livre est bourré de références, y compris littéraires. Je m'inspire de tous les auteurs, de quelques genres qu'ils soient. Donc ça, je peux regretter, mais c'est aux éditeurs qu'il faut poser cette question. Voilà. Et ce qui est vrai, c'est que moi j'ai choisi l'Harmattan parce qu'il me permettait, parce que c'est une maison d'édition qui essaie vraiment de créer un pont entre les différentes cultures, et je voulais une maison d'édition qui soit ouverte. Il y avait d'autres éditeurs qui voulaient m'éditer, mais en changeant ci, en changeant ça. Et j'ai voulu garder mon intégrité d'auteur, et j'ai refusé. Donc tout à l'heure, Abdou disait, il y a peut-être 2 livres dans le livre, et il a sans doute pas tort, c'est ce que m'a dit d'ailleurs un des éditeurs. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, comme savoir innover, hein, c'est les deux. Il y a ce côté de la connaissance, et en même temps de l'innovation et du savoir-être. La première, c'est par rapport à lorsque vous parlez du contraste entre l'optimiste des innovateurs et les défaitismes généralisés face au monde qui change. J'entends pas bien. Lorsque vous parlez du contraste des innovateurs et les défaitismes généralisés, voilà, face au monde qui change, c'est la première question. La seconde est la suivante. Lorsque vous faites référence à ces deux mondes-là, le monde de l'innovation et le monde du coaching, est-ce que vous pouvez revenir de manière beaucoup plus explicite par rapport à ça? Merci. Par la deuxième. Le monde de l'innovation et du coaching. Alors le monde de l'innovation, il faut appuyer là. Voilà. Le monde de l'innovation et du coaching, donc le monde de l'innovation, on va se dire que c'est les gens qui ont une profession qui est la profession d'innover. On va dire que s'ils sont salariés sur leur fiche de paye, leur mission c'est d'innover. Donc ça va être tous les métiers qui correspondent à des métiers comme le marketing, la recherche et développement, le développement, tous les gens qui font des achats pour acheter des nouveaux matériaux, les ingénieurs techniques qui vont trouver de nouveaux procédés, etc. C'est tous les gens qui ont un métier d'innovateur en tant que tel. Mais par extension, ça peut être aussi des gens qui sont dans la créativité, et on peut, dans les innovateurs, parler d'artistes aussi. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai même cité Martin Luther King, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont dans l'innovation sociale, parce qu'ils sont visionnaires. Gandhi était un grand innovateur à sa manière. Les grands philosophes sont des grands innovateurs en amenant de l'innovation dans le monde des idées, hein, et sociologiquement. Donc ça, c'est sur la partie monde de l'innovation. Le monde du coaching, dans le monde du coaching, il y a plusieurs acteurs. Les premiers acteurs sont évidemment les coachs, parce qu'il n'y aurait pas de coaching sans coach. Donc je fais partie de cette catégorie. Mais il y a aussi des coachés, des gens qui se font coacher. Et là, jusqu'à présent, c'était beaucoup le monde de l'entreprise, mais maintenant, de plus en plus, ce sont aussi des particuliers qui viennent pour se faire coacher. Et puis, il peut y avoir un troisième type d'acteurs dans cet écosystème du coaching qui peuvent être les commanditaires de coaching. Et là, ce peut être les DRH, c'est souvent même les DRH qui vont te dire « voilà, je voudrais que quelqu'un achète un coaching ». Ou parfois, c'est une maman qui vient pour coacher son enfant qui a du mal à s'orienter dans la vie. Hein, mais ils font partie de l'écosystème du coaching, et il faut travailler aussi avec, tout en gardant la confidentialité du coaching, avec ces commanditaires de coaching. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai répondu sur ces écosystèmes qui sont des écosystèmes innovation et des écosystèmes coaching. Évidemment, ma conviction, ma passion et mon envie, c'est que ces écosystèmes s'élargissent et que, par exemple, dans l'innovation, ce soit toute l'entreprise qui soit innovante. C'est ce qu'on essaie de faire dans quelques grandes entreprises, ou par exemple chez Total Energy, quand j'ai créé un bus qui allait dans toute la raffinerie, c'était pour faire en sorte que les innovateurs sortent du centre de recherche et que tous les salariés
puissent être des innovateurs en puissance. Vous trouverez également dans mon livre des exemples de ce qu'on appelle l'innovation participative, avec le président de l'association d'innovation participative, qui donne un tas d'exemples avec des awards d'entreprises qui développent cette dimension-là. Donc voilà, sur la partie innovation, il y a les métiers d'innovation et puis de manière étendue, tous les salariés et de manière encore plus étendue, tous les métiers qui ont lien avec la dimension artistique, créative, etc. La deuxième question, c'était concernant le contraste entre les innovateurs et le défaitisme généralisé. Oui, on ne peut pas innover quand on est défaitiste. C'est-à-dire quelqu'un qui serait trop défaitiste, il ne peut pas de toute manière innover parce qu'il serait balayé tout de suite. Parce que dès qu'on innove, et c'est les différentes étapes que je présente dans le livre, dès la première étape qui est celle de la clarification, si on est trop défaitiste, on va trouver toutes les raisons pour ne surtout pas innover. Le manque de temps, le manque de moyens, le manque de possibilités, le manque. Ensuite, pour avoir des idées et pour la créativité, une des choses importantes et qui est liée, c'est justement de rester ouvert à ces idées, ne pas s'enfermer. On appelle ça la pensée out of the box. Donc pour être out of the box, pour pouvoir être dans une imagination de solutions qui ne sont pas des solutions identifiées. Donc, par exemple, on travaille beaucoup sur des solutions qui sont ce qu'on appelle la troisième voie. Par exemple, il y a une idée qui n'est pas possible, une autre qui n'est pas possible. On se dit, bah, au lieu d'éliminer les deux idées, on va essayer de mêler les deux pour faire une troisième idée. C'est la troisième voie. Donc toute cette dimension-là qui est une manière de gérer finalement à la fois l'environnement, les autres et soi-même, parce que soi-même, il faut être persévérant, il faut être patient, il faut croire en sa chance. Toute cette dimension-là, elle fait partie de cette vision positive qu'on doit avoir du monde si on veut réussir et si on veut aller jusqu'au bout dans son projet. Et si on est défaitiste, on va rester dans un système de spirale, ce qu'on appelle la spirale négative, où on va être plutôt victime, on va se sentir victime des autres, victime d'un système qui ne nous convient pas. Donc moi, ce que je dis, c'est plutôt que de rester victime d'un système, c'est au contraire entrer dans le système, profiter de ce système, en voir tous les angles bénéfiques et utiliser ce système pour réussir. C'est une démarche inverse. Merci à vous, merci à tous, et on va pouvoir prendre un verre. Merci à tous d'être venus. Donc, pour cette cérémonie de présentation dédicace, je rappelle tout à l'heure, Sylvie Bremont Mukherjee pourra faire des dédicaces aux gens qui le souhaitent. En tout cas, ça a été un énorme plaisir. Et vous avez, je pense, vous projetez de revenir prochainement. Ah oui, bien sûr. Dans quelques mois, en tout cas à Dakar. Oui. Et j'ai promis à mes étudiants que vous allez passer. Ah bon, bah alors, très volontiers. Espérons que... Donc, en tout cas, ça a été un réel plaisir. Alors, il y a énormément de questions que le livre soulève. En tout cas, moi, je me suis retrouvé en tant que lecteur. Je suis un lecteur de littérature. Je suis un lecteur de romans, avant tout. Et je suis passionné par le roman, mais il y a quand même assez de narratif ici pour me tenir, pour me tenir en haleine. J'ai adoré ça aussi. Les références à des écrivains que j'adore ici, il y en a plein, Saint-Exupéry, etc. Il y a également beaucoup de questions, mais on ne pourra pas sans doute épuiser. Comment enseigner le risque? Alors que de notre côté, avec la Covid, on nous a dit oui, il faut faire doucement, faire attention. En quoi il y a des aspects un peu contradictoires qu'il faut essayer à notre niveau de résoudre. En Afrique, Dieu l'a soulevé tout à l'heure, où l'État est quand même tient les rênes de l'innovation. Comment pousser peut-être votre expérience en tant que avec l'AFD, qui est une agence publique, peut également aider dans ce sens. Je pense que c'est pour ça qu'il parlait. Comment on peut pousser les pouvoirs publics à être innovants, parce que c'est eux finalement qui tiennent les rênes plus que dans les pays où il y a déjà des entreprises fortes, émergentes, etc. C'est également un autre enjeu. Et également, c'est la jeunesse africaine à qui il faut enseigner, éduquer dans un monde qui ne cesse de changer. Tout ce que vous dites sur le médecin, que l'autorité, le leadership par l'autorité est contesté par les jeunes médecins. Moi, j'ai vu ça tous les jours dans ma classe, et sans doute, voilà. Donc, merci encore pour ce livre très riche, passionnant. On va poursuivre les discussions autour d'un pot et puis les séances dédicaces. Merci encore. Merci.